des millions de kilomètres carrés. Un agriculteur dirait des centaines de millions d'hectares. Sont des déserts torrides, du roc ou du sable. Torride le jour, mais froid la nuit, et même glacial. Car dès que le soleil disparaît, la température tombe de plusieurs dizaines de degrés, la pureté exceptionnelle de l'air, très sec, ne retenant pas la chaleur accumulée durant le jour, mais au contraire lui permettant de s'échapper vers les espaces interplanétaires. D'autres millions de kilomètres carrés sont les déserts de glace et essentiellement les calottes polaires, celles de l'Arctique et celles de l'Antarctique. Depuis plus d'un tiers de siècle que je parcours le globe, je suis toujours aussi impressionné par l'étendue extraordinaire des déserts. Les déserts chauds et les déserts froids. Rien que les déserts chauds, ça représente déjà, c'est un chiffre que j'ai appris, 40% de la surface des terres émergées. C'est colossal. Et tu le survoles en avion, ça donne une impression vraiment assez terrifiante. Je dirais qu'elle est plus terrifiante pour qui réfléchit à l'impression que l'on en a quand on y va à pied en caravane. Parce que là, assez curieusement, alors qu'on est beaucoup plus vulnérable, on vit dans le monde de la caravane qui au fond n'est pas un monde désert. Eh bien, dans ce paysage désert, il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourrait pas s'arrêter pendant 1 heure, pendant 2 heures vraiment, pour expliquer tout ce que l'on peut voir d'ici. Le sable qui est né de la désagrégation du granit dans lequel nous sommes, de la désagrégation des grès qui forment l'horizon, ce sable qui est dû au climat désertique, donc on peut parler des climats. Le climat qui aujourd'hui est tropical et qui, il y a des centaines de millions d'années, était un climat polaire. Pourquoi a-t-il changé? Pourquoi aujourd'hui ne pleut-il plus? Qui est le granit? Ce granit ici, d'où il sort? Comment il s'est formé? Quelle est sa constitution? Pourquoi est-ce qu'il se transforme finalement en sable? Et les grès qui sont là-bas au fond, pourquoi eux aussi se transforment-ils en sable? Le sable que le vent reprend, transporte et accumule sur des centaines de kilomètres, sur des centaines de mètres d'épaisseur, dans ces paysages d'ergues, dans ces paysages fabuleux, de milliards de tonnes de sable provenant de ces granites et de ces grès.
aujourd'hui n'ont pas toujours été des déserts. Non, alors là, dans l'histoire de la Terre, le cœur du Sahara, c'était le pôle sud il y a 5 et 600 millions d'années. Au début de l'ère primaire, à la fin du précambrien, au début du cambrien et dans le cambrien, le pôle sud, il était quelque part entre le Hogar et le Tassili. C'était quand même un désert avec le pôle sud, non? C'était un autre type de désert, c'est comme l'Antarctique l'est aujourd'hui. Mais il est évident qu'entre la position pôle sud de l'époque cambrienne et la position désertique des temps présents, le Sahara est passé par des phases tempérées, équatoriales, pleines de vie. Il y a 5000 ans, c'est-à-dire il y a quelques instants dans l'âge de la Terre, un passé tout récent, c'était au contraire un climat humide, méditerranéen, plaisant, comme le démontrent tous ces débris de poterie. Les climats changent à une vitesse incroyable comparée aux âges géologiques. Il n'y a pas que la poterie à témoigner que le climat, il n'y a pas si longtemps, était bien plaisant au cœur du Sahara. Il y a la trace de lacs aujourd'hui desséchés. Il y a les cimetières de tumuli qui attestent que des populations sédentaires vivaient là. Il y a les gravures rupestres qui montrent entre autres des vaches, lesquelles n'auraient pu survivre dans le désert actuel. Lorsqu'on a la chance de parcourir le désert, on rencontre des matériaux très différents. Du sable, des cailloux, des rochers, parfois même du sel. Est-ce qu'il y a vraiment 4 catégories de désert comme on en a l'impression quand on le traverse? Il y a 4 types exactement de surfaces désertiques. Celle, je dirais presque originelle, représentée par le roc en place, le roc dur en place. Celle des cailloux résultant de la désagrégation de ces roches, de ces montagnes originelles. Celle du sable, qui est une désagrégation plus poussée encore. Et enfin le sel, qui est autre chose, qui est le sel soit déposé par des mers, comme par exemple dans le nord de l'Afar et d'autres déserts, soit le sel monté des nappes d'eau salée qui se trouvent en profondeur, aspiré par la force du soleil. Les eaux montent, les eaux s'évaporent et le sel demeure. Et le sable qu'on observe est dû à l'érosion sur des cailloux ou des rochers? Oui, exactement. L'érosion par le vent. Quand le sable est pur, ce sont des grains d'un minéral qui s'appelle le quartz, le cristal de roche. Le quartz est un minéral extrêmement stable, extrêmement solide, dur, et que la chimie ne parvient pas, la chimie naturelle ne parvient pratiquement pas à désagréger. Or, beaucoup de roches, et parmi les plus répandues des roches qui se trouvent sur les continents, sont pleines de quartz. Les grès, le granit, sont des roches pleines de grains de quartz. Mais entre les grains de quartz, il y a également d'autres grains, des grains de mica, des grains de feldspath, des grains d'autres minéraux qui sont beaucoup moins solides et que les agents de l'érosion et les agents atmosphériques et l'eau, parce qu'il y a toujours de l'eau au désert, même quand on n'en voit jamais, il y en a un tantinet que l'on découvre le matin. Cette eau apparaît avant que le soleil ne l'ait évaporée sous la forme de brume, couche de gouttelettes d'eau microscopiques. Mais il y a aussi de l'eau sous forme de gaz, la vapeur d'eau, laquelle est invisible. Il y a, tout aussi invisible, d'infimes quantités d'eau dans le sol, assez parfois pour alimenter une herbe. Et parfois la vapeur invisible se condense en gouttes fugitives qui permettent aux plantes de pousser, aux insectes de boire, aux végétaux et aux animaux de vivre.
l'humidité ténue, invisible, presque invisible, du petit matin s'infiltre dans ces micro-fissures et contribue, et avec le temps contribue énormément, à désagréger les éléments qui ne sont pas chimiquement solides, stables, des roches, et donc à petit libérer les grains de quartz et à transformer ces roches en débris. C'est ce qui conduit notamment à la desquamation, à la disparition d'écailles successives dans des roches comme le granit. Et les granites sont extrêmement répandus dans les zones désertiques, comme dans tous les continents, et les granites apparaissent à cause de cela sous forme de dômes et parfois de véritables boules. Cette forme en dôme est très caractéristique des granites. Elle résulte autant de leur origine géologique lointaine que de l'action de l'eau, de l'air, de la chaleur et du froid. Lentement, mais durant des dizaines de millions d'années, la partie superficielle du massif rocheux se désagrège, isolant des blocs plus résistants à l'érosion que ceux qui les entouraient, mais qui finiront eux aussi par disparaître, eux aussi réduits en sables et en argile. Et une nouvelle surface bombée apparaît progressivement, qui dans quelques autres millions d'années aura disparu à son tour sous l'action du vent et de l'eau, de la brûlure du soleil de midi et du gel la nuit. Mais est-ce que la forme des dunes et des roches est attribuable entièrement à l'humidité? Il faut associer le vent, j'imagine. Ah non, la forme est en réalité, les formes caractéristiques des dunes, c'est entièrement le vent. Et certaines formes de rocs sont également uniquement le vent. Par exemple, les roches découpées comme ceci, et alors très minces, comme des arbres ou comme des champignons gigantesques que l'on trouve dans beaucoup de déserts, par exemple au Tassili des Acteurs, c'est dû au vent armé, le vent armé de grains de sable qui ne veulent pas haut, le grain de sable, le vent armé. Le vent va haut, mais le vent armé, il est au ras du sol. Et il érode avec ces grains de sable, il corrode les roches à la base, et c'est pour ça qu'il y a cette forme en champignon. Ces formes sont d'autant plus marquées que sont plus tendres les strates qui se trouvent à la base de l'affleurement rocheux. Plus tendres, donc plus facilement creusées, excavées par la gouge des vents de sable. Les granites, roches massives et non pas stratifiées, répondent de façon bien différente à l'érosion du vent armé, qui, parfois, y creuse de curieuses cupules. Par-delà la Hammada, nom arabe des immenses plaines sahariennes recouvertes de cailloutis déposés jadis par les eaux, des Inselberg, littéralement des îles-monts. Ce sont les restes ultimes des montagnes qu'au long de ces derniers millions de siècles, l'érosion a arasées. La forme en croissant constitue la dune élémentaire. On l'appelle barhan. Plus le sable est débarrassé de l'argile et des limons, plus il est sec, et moins il peut s'agglomérer, et par conséquent, plus il est l'objet du vent. Le vent l'emporte plus ou moins haut et plus ou moins loin selon sa force. Sa force, c'est sa vitesse. Mais des obstacles, ici ou là, gênent le transport et le sable s'arrête. Et avec le temps s'accumule. Il s'accumule en dunes. Mais le vent, toujours, empêche les dunes de s'élever à l'infini. Les plus importantes ne dépassent pas 300 mètres. Ce qui d'ailleurs est formidable comme hauteur. Imaginez une dune sur Paris qui recouvrirait la Tour Eiffel
et du même coup les 20 arrondissements. Ce vent, tellement fondamental, car de lui dépendent non seulement les climats, mais aussi les paysages de la Terre, le vent résulte de différences de température, de pression et d'humidité des grandes masses d'air qui se déplacent sans cesse et constituent l'atmosphère. Causés essentiellement, de façon directe ou indirecte, par la chaleur fournie par le Soleil, les vents sont cependant soumis à des forces propres à la Terre, à sa rotation, c'est l'effet de Coriolis, et à sa pesanteur. La pesanteur qui seule se manifeste pour ses coulées de sable et pour ses effritements de dunes. Chiffrer la vitesse des dunes? On a chiffré en beaucoup d'endroits, mais c'est très variable. Il y a des dunes qui sont pratiquement fixées pour des tas de raisons, parce qu'elles se sont formées, par exemple, sur un petit relief, ou souvent sur un végétal, un arbrisseau, un arbuste, n'importe quoi. Elles ont grossi à partir de ça, sont plus ou moins fixées. Celles qui avancent, c'est très variable, ça dépend. Elles peuvent aller jusqu'à quelle vitesse? Je ne sais pas. Les vents cherchent à rétablir l'équilibre sans cesse rompu dans les masses d'air. Les déséquilibres proviennent toujours des différences de température, de pression, d'humidité, de densité entre les diverses parties de ces masses d'air. Ces rides engendrées par le vent sont pareilles à celles que la houle engendre dans le sable lorsque la marée le recouvre. En franglais scientifique, on les appelle des ripple marks. Ce tourbillon, visible d'un seul coup d'œil grâce au sable qu'il soulève, de même qu'une trombe marine l'est grâce à l'eau qu'elle aspire, est provoqué par les vents très violents qu'engendre en un point une très forte dépression barométrique, elle-même engendrée ici par de fortes différences de la température du sol surchauffée par le soleil. À plus grande échelle, 300 km au lieu des 30 mètres que l'on a ici, le même processus détermine la formation des cyclones tropicaux et à échelle plus vaste encore, 3000 km au lieu de 30 mètres de diamètre, ce sont les vastes dépressions cycloniques de nos latitudes qui, venant des environs de l'Islande, conditionnent le temps qu'il fait en Europe occidentale. Dans une tempête de sable, jusqu'à quelle distance le sable peut-il être transporté de son lieu d'origine? En une seule tempête, je pense qu'il doit pouvoir, une tempête, disons, d'une demi-douzaine d'heures, le sable, à quelques décimètres, au maximum un peu de mètres au-dessus du sol, selon la violence du vent et selon sa granulométrie, il peut être transporté à des centaines de mètres. Mais comme ça joue pendant des millions d'années, ou des milliers d'années, il peut aller très loin. Par contre, les fines poussières résultant de la désintégration des micas, des feldspaths, etc., s'en vont dans les airs, et ceux-là vont très très loin, puisqu'ils retombent sous le nom de pluie de sang en France, que les dunes de sable fin des îles Canaries, de l'autre côté d'un beau morceau d'océan, sont des dunes faites entièrement à partir de matériaux que le vent chasse par-dessus l'océan depuis le Sahara, depuis le désert. La présence des déserts, chacun le sait, est due au manque d'eau. Mais comment explique-t-on le manque d'eau? Le manque d'eau, c'est une lapalissade, provient de la sécheresse de l'air. L'air qui se trouve au-dessus du désert a perdu l'essentiel de l'eau qu'il avait pompée au départ dans la zone équatoriale. Il l'a perdu dans les pluies également équatoriales, et ce qui reste d'humidité ne peut, sous les tropiques, se condenser en nuages, et moins encore en pluie, car l'air, déjà asséché, se trouve refroidi en altitude et donc devenu relativement dense, il redescend. Et en redescendant, il se réchauffe par compression, et ce réchauffement empêche la condensation de ce qui demeure d'humidité dans l'air. C'est dans la large bande équatoriale
couverte essentiellement par la forêt et par les eaux océaniques, que l'échauffement par le soleil est maximal. Cet échauffement pompe d'énormes quantités d'eau aux dépens de la forêt et de l'océan. Or, la vapeur d'eau, qui est de l'hydrogène et de l'oxygène, est beaucoup plus légère que l'azote et l'oxygène qui constituent l'air. Donc, plus l'air est chargé d'humidité, plus il est léger et plus il a donc tendance à s'élever. Comme de plus il est chaud, il monte plus volontiers encore, comme une montgolfière. En montant, il se refroidit, la vapeur se condense en nuages, et c'est pourquoi, sous l'équateur, le ciel est si souvent couvert. En même temps que ces masses d'air humides et chauds s'élèvent en altitude, elles s'élèvent aussi en latitude par l'effet de la rotation de la Terre. À mesure qu'elles s'écartent de l'équateur, elles se refroidissent et se dessèchent, parce que les pluies s'abattent et que l'humidité donc disparaît de l'air. Et lorsqu'elles arrivent aux latitudes tropicales, elles sont redevenues tellement denses et sèches qu'elles se mettent à redescendre vers le sol, engendrant des zones de haute pression atmosphérique et de grande sécheresse qui caractérisent les tropiques. Ce n'est pas un lac au fond de ce désert, c'est un mirage. Le mirage, c'est un phénomène d'optique. L'image du ciel est renvoyée par l'air surchauffé au contact du sol qui joue le rôle d'un miroir. Mais quand même, quand on regarde la distribution des déserts dans le nord, on ne retrouve pas exactement la symétrie par rapport à l'équateur pour le sud. Même quand on regarde simplement sur l'Afrique, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de déserts dans le nord que dans le sud. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'une part l'inclinaison de la Terre sur l'écliptique. L'écliptique et la Terre font 23 degrés de différence, cela change les choses. La répartition des terres, des continents et des océans. L'hémisphère sud, c'est un hémisphère extrêmement humide, puisqu'il est presque entièrement océanique, à part la pointe de l'Afrique, à part la pointe de l'Amérique du Sud, l'Australie, mais l'essentiel des terres émergées est au nord. Et l'action des reliefs, qui joue également, les hautes montagnes, etc. Et c'est cela qui fait que les déserts ne sont pas repartis de façon rigoureusement symétrique. Mais c'est toujours à hauteur, les déserts chauds sont toujours à hauteur des tropiques. Ce sont les tropiques qui les déterminent. Ce sont des rencontres que l'on fait dans le désert. Le serpent était bien vrai, et le mirage est tout aussi vrai. Tout à l'heure, on a dit, ou plutôt je ne sais pas si on a dit, que le désert du Sahara remontait à, disons, il y a 3000... Quelques milliers d'années. Quelques oui. milliers d'années. Combien de temps encore il va rester tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors là, les prévisions et la science-fiction, moi je ne me lance pas là-dedans. L'évolution des climats est une chose très difficile à prévoir. Ce que l'on sait, c'est ce qui s'est passé jadis. Il y a quelques dizaines de siècles, ce désert était habité par des agriculteurs sédentaires. Il y avait des rivières permanentes, des lacs. À présent, non seulement c'est le désert, mais ce désert, et c'est effroyable,
ce désert s'étend sans cesse plus loin, vers le nord, quelque peu, et vers le sud, beaucoup. Mais est-ce que des expériences, comme par exemple celle que l'Algérie a tentée avec la barrière verte, peuvent-elles effectivement modifier la configuration des déserts? Il est tout à fait évident que si l'on faisait les efforts qu'il faut pour retransformer un désert en zone verte, on y arriverait. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dessous. Il y a de l'eau dessous. Parce que, même si c'est extrêmement rare, il pleut dans les déserts. Et ces pluies sont parfois terriblement violentes. La majeure partie de cette eau s'infiltre dans le sable et aussi par les fissures des roches, et elle va s'accumuler loin sous la surface, en nappe souterraine. Les oueds à sec, souvent des années entières durant, se gonflent alors en crues effrayantes. Crues non pas d'eau, mais crues de boue, capables de transporter des blocs de plusieurs tonnes. On pourrait justement faire ce que les Australiens font, ce que les Algériens font, ce que les Israéliens font, c'est-à-dire planter des arbres, et les arbres, eux, amènent finalement les précipitations. C'est un facteur de régulation des climats extraordinairement important, et pour l'eau et pour l'oxygène, et c'est pour ça que les forêts, les grandes forêts, doivent être protégées du massacre auquel elles sont soumises depuis la dernière guerre. Les déserts glacés, eux aussi, occupent des millions de kilomètres carrés. Et les plus déserts de ces déserts, vraiment inhabitables, quasiment intraversables, ce sont les calottes polaires. Celles que nous survolons là, actuellement, le Groenland. Le Groenland, c'est un continent, mais presque entièrement couvert de glaciers. Petit continent, d'accord, mais tout de même plus de 4 fois large comme la France. La glace de glacier, nous y reviendrons d'ailleurs, ce n'est pas de la glace de mer. Et cette glace de glacier recouvre les 9/10 de ce continent groenlandais. Creusés par des glaciers au long des âges géologiques, des fjords profonds s'enfoncent à l'intérieur, fjords dont l'eau est de la glace. Glace de mer ici, et non pas glace de glacier. Ailleurs, comme ici, des côtes basses, non recouvertes de glaciers, bordent la mer gelée, pourtant pas loin du pôle, glace dans laquelle le soleil se reflète. Le roc ici est nu, sauf lorsqu'il est évidemment dissimulé sous la glace ou la neige. Mais lorsqu'il ne l'est pas, il permet, étant nu, aux géologues de déchiffrer l'histoire de notre Terre et de mieux la comprendre. Plus on va vers l'intérieur de ce continent subpolaire, plus le manteau de glace s'épaissit
manteau qui atteint pour finir plus de 3 km, dont seuls émergent les sommets. Comme tous les déserts glacés sont le royaume des vents. Mais les vents des calottes polaires sont parmi les plus violents qui soient. Ils se lèvent brutalement et en quelques instants dépassent 100 km à l'heure bien souvent. Cette séquence, je l'ai filmée il y a une dizaine d'années au cours d'un blizzard qui nous avait bloqués pendant 72 heures dans notre tente, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits, où il n'a jamais soufflé à moins de 80 nœuds, c'est-à-dire 140 km à l'heure. Ces images sont prises peu après minuit, car l'été, nous sommes ici au cœur de l'été, le soleil ne se couche pas pour ceux qui se trouvent au-delà du cercle polaire. Et ici, nous étions à mi-chemin entre le cercle polaire et le pôle lui-même. Sculpte la glace, comme au Sahara, il sculpte le roc. Pour qu'il y ait des glaciers, il faut qu'il tombe plus de neige qu'il ne s'en évapore toute l'année et qu'ils n'en font durant l'été. Pour qu'il neige, il faut qu'il y ait des nuages, et à cet égard, les calottes polaires sont mieux fournies que les déserts tropicaux. Les froids polaires sont dus essentiellement à l'inclinaison du globe sur le plan de l'écliptique et au fait que le soleil est toujours, même en plein été, relativement bas sur l'horizon, sans parler de la nuit hivernale qui dure des mois. Le climat polaire est caractérisé, entre autres choses, par une alternance extrêmement rapide parfois de temps somptueusement beau et de temps épouvantablement couvert. Les formations nuageuses se réalisent à une vitesse parfois étonnante et nous sommes aujourd'hui pris dans le temps gâté alors qu'il y a quelques heures resplendissait ici même un soleil éblouissant. Et ça, c'est dû aux conditions particulières de l'atmosphère et de l'hydrosphère, c'est-à-dire de l'eau qui est en bas et de l'air qui est en haut, dans ces hautes latitudes de la Terre. La condensation de la vapeur d'eau en micro-gouttelettes, c'est-à-dire en nuages, est provoquée par une série de facteurs qui sont en évolution continuelle. Lorsque deux masses d'air qui diffèrent par leur température, leur degré d'humidité, leur pression se rencontrent, cette humidité se condense et les nuages qui se forment sont caractéristiques et permettent à ceux qui s'y connaissent de prévoir l'évolution du temps. Dis-moi, tout à l'heure on a vu que pour les déserts torrides, les matériaux étaient différents. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a des glaces différentes dans les déserts de glace ? Avant tout, il y a la grande différence entre glace de glacier et glace de mer. Celle-ci, c'est de l'eau de mer gelée, pareil à la glace familière des étangs l'hiver ou la glace du frigo, sauf que celle-ci est salée. Ce que nous survolons pour le moment, en Razmot, c'est, recouvert de neige fraîche, un chaos de dalles de glace qu'une tempête a brisé et empilé.
Dans l'extrême nord canadien, sur une banquise aussi horizontale que la surface de la mer, puis une banquise transformée en chaos par une ancienne tempête. Voyez la surface de l'eau, elle commence à se prendre, elle commence à geler, mais elle est encore si mince qu'elle ne gêne en rien le pêcheur esquimau. La glace des glaciers, des calottes polaires comme celle-ci, de la calotte polaire australe qui est l'Antarctide, ou de la calotte polaire mais qui n'est pas sur le pôle dans l'hémisphère boréal qui est la calotte du Groenland, ce sont des glaciers, et ces glaciers ne proviennent pas du gel de l'eau, mais proviennent de la neige qui est tombée et qui petit à petit s'est transformée en glace sous le poids toujours accumulé des neiges successives. C'est la compaction de la neige qui fait la glace de glacier. Et l'on voit bien, dans les parois des crevasses, la superposition des couches de glace successives empilées, de neige d'été brunie de terre et de neige d'hiver immaculée. La glace de glacier provient donc de la compaction des cristaux de neige sous le poids des neiges qui s'accumulent par-dessus. L'air, qui constituait au départ les 9/10 de la neige fraîche, est peu à peu expulsé sous l'effet de la pression. La neige compactée s'appelle névé, et le névé, comprimé à son tour, se transforme en glace. Et la glace, sous son propre poids, descend les pentes en route vers la mer. Ce ne sont pas des traces de roues, de voitures, ce ne sont pas des routes, ce sont des moraines de glaciers en bordure de l'extraordinaire glacier de Malaspina en Alaska. Sur le glacier de l'Échaud, on distingue les pierrailles tombées des parois qu'il domine et que le glacier emporte sur son dos sous forme de moraine latérale comme le ferait une courroie transporteuse. Ce glacier rejoint celui du géant et forme la mer de glace dont les chevrons alternés, blancs et sépia, proviennent de l'injection, chaque hiver, de glace plus jeune et plus remplie de bulles dans les larges crevasses de vieilles glaces des séracs du géant. Deux moraines centrales résultant de la coalescence de glaciers situés en amont et deux moraines latérales collées aux parois qui les alimentent. Le glacier de Malaspina est unique. C'est une immense galette ronde de près de 100 km de diamètre, engendrée par la coalescence des innombrables glaciers qui descendent de la chaîne montagneuse du Saint Elias, dont certains sommets dépassent 6000 mètres d'altitude. Et les moraines latérales, deux par glacier affluent, forment cette moraine frontale incroyable, ce collier large de 20 km, de plus en plus repoussé en bordure par la glace. Une longue fracture, large de plusieurs mètres, traverse le glacier de Malaspina. Ce n'est pas une crevasse, c'est une faille provoquée par l'un ou l'autre des formidables tremblements de terre qui secouent si souvent l'Alaska. Ce ne sont pas des pièces de 10 ou de 20 sous, non. Ce sont des dolines remplies d'eau, larges de 10 ou de 20 mètres, et bien plus parfois encore, des dolines ouvertes dans les très épaisses moraines frontales du Malaspina.
Une doline, c'est un entonnoir ouvert dans la surface par l'effondrement d'une cavité située par-dessous. Il en existe plein dans les massifs calcaires, qui sont des roches solubles et de ce fait creusées de cavernes. Sur l'épaisse moraine du Malaspina, c'est la glace sous-jacente qui a fondu, puisque le glacier arrive là tout près de son front terminal, et les débris rocheux accumulés sur parfois plus de 10 mètres de la moraine s'engloutissent dans ces cavités de fonte. Lorsqu'un glacier polaire atteint la mer, il y pénètre, mais tôt ou tard, il finit par disparaître. Il disparaît par ces à-coups dramatiques que sont les veillages d'iceberg. Et ces veillages d'iceberg laissent derrière eux, impressionnantes cicatrices, une falaise de glace, haute parfois d'une centaine de mètres. Tous les grands glaciers polaires qui arrivent à la mer ont une falaise, mais pas toujours de 100 mètres de haut. Cette falaise, sous la poussée de la glace qui vient d'amont, falaise verticale, avec des quantités de diaclases, de cassures, de failles, hop, ça bascule et un énorme bloc de glace tombe à la mer et s'en va à la dérive. C'est ça qui forme les icebergs? C'est ça qui forme les icebergs, dont la plus grande partie se trouve immergée, toujours le principe d'Archimède qu'on trouve continuellement, et la partie émergée, elle est relativement minime. La lenteur de cet effondrement n'est qu'apparente, de même que la lenteur de l'onde marine qui suit l'engloutissement de ce pan de glace. Cette lenteur donne l'échelle, elle montre la taille de ce qui se passe là. Ce crépitement qui m'émeut toujours d'une façon qui m'étonne, ce bruissement ténu, il est dû à l'explosion d'innombrables petites bulles d'air, celles que contenait cette glace, bulles dont la pression était d'autant plus élevée que cette glace a séjourné à de plus grandes profondeurs. Glaces arctiques, je vous invite aux glaces de l'Antarctique. Après avoir survolé 1 millier de kilomètres de cet immense continent polaire, nous allons arriver au fond de la mer de Ross, au pied du puissant volcan Erebus, qui était cette année-là notre objectif. Et nous irons atterrir à l'aéroport de McMurdo, établi sur la banquise, aussi longtemps du moins que la fonte estivale ne rend pas la banquise inutilisable pour cela.
à l'horizon, émerge de sa puissante carapace de glacier. Son sommet, chauffé de l'intérieur par la lave, culmine à 3800 mètres d'altitude. De son pied, une longue péninsule s'avance dans la banquise. À l'extrémité de cette péninsule, au pied du petit volcan éteint baptisé colline de l'observation, se trouve la grande station américaine de McMurdo, la petite base néo-zélandaise de Scott et, sur la glace, l'aéroport. Scott Base, c'est notre base. Tant celle du groupe néo-zélandais auquel je participe que celle des expéditions françaises au Dôme C, conduite par Claude Lorius. De traîneau sont des bêtes merveilleuses, mais c'est malheureusement le plus souvent en hélicoptère et Claude Lorius en quadrimoteur que nous gagnons les hautes pentes où nous devons travailler. L'efficacité tue le romantisme. Il y a 10 000 ans, les glaciers ont commencé à fondre, je crois. Jusqu'où la fonte peut aller? Qu'est-ce qui se passerait si tout le continent de l'Antarctique fondait? Oui, il y a 10 000 ans, au maxima, passé le maximum de la dernière glaciation, qu'on appelle le Wurm, et qui avait vu les glaces du pôle Nord descendre jusqu'à Amsterdam, Liverpool, le sud de l'Allemagne, le glacier du Rhône descendre du Mont Blanc, enfin du massif, jusqu'à Lyon, ça a commencé à fondre. Et en 10 000 ans, ce qui n'est rien à l'échelle des temps géologiques, c'est les 10 derniers feuillets de notre pile de 450 mètres, rappelle-toi. En 10 000 ans, nous en sommes arrivés à la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des avancées des glaciers et des reculs de glaciers. Il y a des modifications sur quelques années, quelques dizaines d'années, ça avance, ça recule. Dans une vie humaine, on le voit très bien. Nous ne savons pas si nous sommes dans la poursuite de la grande déglaciation commencée il y a 10 000 ans, ou si nous allons commencer à reglacer. Nous ne le savons pas. Les modifications ne permettent pas de le savoir. Mais si la déglaciation continuait, pour une raison astronomique, ou pour des raisons de pollution humaine, ce qui n'est pas du tout impossible, si cette énorme quantité de glace fondait, d'après les calculs, ferait remonter le niveau des océans d'une bonne soixantaine de mètres.
La neige et la glace ne sont que l'une des formes, la forme solide de cet élément fondamental de la vie, l'eau. Sans eau, non seulement n'y aurait-il pas de vie sur Terre, mais la Terre n'aurait nullement le visage que nous lui connaissons. Elle ressemblerait à la Lune. Et c'est du cycle de l'eau que nous vous entretiendrons dans la 5e émission.